Rebonjour à tous. Afrique des libertés, un petit mot, une petite réflexion sur le Cameroun, mon pays natal. Une petite réflexion que j'aimerais partager avec chacune et chacun d'entre vous. Cameroun, être présidé sur hautes instructions d'un fantôme ou être présidé par un ou des présidents réels. Que choisir? Mon attention a été fortement attirée ces derniers jours par un événement qui peut paraître à la limite très peu signifiant d'un point de vue politique, puisque c'est un événement qui se déroule dans un vestiaire de football. Dans le vestiaire de football de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, qui venait d'obtenir, si je ne m'abuse, une courte victoire d'1-0 contre l'équipe du Burundi. Corrigez-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas regardé ces matchs-là. Donc, dans le vestiaire de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, il y a une scène qui a eu lieu lorsque le tout récemment président élu de la Fédération camerounaise de football, le grand footballeur Samuel Eto'o, a été vu et entendu en train de remonter littéralement les bretelles aux joueurs de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Dans cette vidéo, il leur reproche de n'avoir pas donné le maximum sur le terrain. Il leur reproche de n'avoir pas été à la hauteur de la confiance qu'on place en eux. Il leur reproche de ne pas se préparer comme il faut à la grande compétition de football mondial qui se prépare au Qatar, puisque le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Dans la même vidéo, Samuel Eto'o utilise un ton extrêmement dur, sévère, un ton de patron, un ton de chef, un ton qui par certains accents peut être perçu comme humiliant, puisque plusieurs fois il fait référence à lui, à son esprit de sacrifice. Il fait référence à la manière dont lui-même, au summum de sa carrière, s'est donné pour l'équipe du Cameroun. Et plusieurs fois, il dit dans cette vidéo que lui, il a toujours été prêt à mourir pour cette équipe, mourir pour les Lions indomptables du Cameroun, et que président de la Fédération camerounaise de football, il est encore davantage prêt au sacrifice suprême. Mourir pour le maillot camerounais défendu par l'équipe de football du Cameroun, qui est l'une des équipes les plus prestigieuses du continent africain, l'une des toutes premières en palmarès. Je ne sais pas si tous ici, vous avez vu cette vidéo. Je l'ai vue comme beaucoup d'entre vous, ceux qui suivent l'actualité sur les réseaux sociaux camerounais, ceux qui suivent l'actualité du football. Cette vidéo a dû tourner dans vos inbox WhatsApp, Telegram, sur vos pages Facebook, et même certains extraits sont à présent sur TikTok, sur Twitter, etc. À la limite, on pourrait dire, mais quel est l'intérêt même d'une telle vidéo? Ça, c'est quelque chose d'assez banal. Quel est l'intérêt d'une telle vidéo? Moi, ce qui m'amène à en parler, c'est les réactions, ce sont les réactions que j'ai observées de la part notamment du public camerounais, qui s'est divisé en deux groupes. Mais j'ai noté que le groupe le plus majoritaire est surtout celui qui est choqué par les propos de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, dans le vestiaire. Alors je me suis demandé, mais un président d'une fédération de football, qui plus est ancien grand footballeur, qui remonte les bretelles à son équipe, pourquoi ça choque autant de Camerounais et de Camerounaises de tous les bords politiques, de toutes les régions, de toutes les religions,
de toutes les ethnies. Pourquoi il y a autant de commentaires pour dire que Samuel Eto'o dirigerait désormais la FECAFOOT en dictateur? Puisque, comme je vous le souligne, effectivement, certaines des expressions qu'il utilise sont des expressions très dures, très sévères, virulentes. Il y a de la vérité dans ce qu'il dit à ses joueurs, mais il y a de l'excès aussi. Il y a de la colère aussi. Il y a de la déception. C'est incontestable. Mais je me suis demandé, mais bon, les Camerounais peuvent estimer que Samuel Eto'o n'a pas fait d'études de psychologie, de sociologie, il n'a sans doute pas fait de hautes études d'art oratoire, il n'a pas travaillé la rhétorique, la stylistique. Et de ce point de vue, il n'a pas donné l'impression de savoir tourner plusieurs fois sa langue avant de parler. Puisque les joueurs sont quand même des personnes, ce sont des pères de famille, c'est beaucoup plus que des adolescents, ce sont des adultes. On peut s'attendre à ce qu'ils leur parlent en utilisant sans doute un peu plus de précaution dans son langage. Bon, pour ma part, qu'on formule une telle critique contre Samuel Eto'o, à la limite, c'était acceptable. Mais ce que j'ai trouvé assez curieux, c'est que la critique était plus sévère encore, en disant que finalement, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, ne laisse pas les gens respirer à la FECAFOOT. Il arrive trop tôt au travail, il perturbe tout le monde, il secoue tout le monde, il impose l'évaluation des résultats, il demande, il vérifie que les gens sont à l'heure, que les gens sont à leur bureau. Bref, en fait, de fil en aiguille, en lisant tout, je me suis rendu compte qu'on lui reproche de trop présider. Autrement dit, d'être un président présent, d'être un président vivant, d'être un président concret, d'être un président qui est au contact des siens. Alors là, ça intéresse tout d'un coup l'analyse politique que je suis. Avant donc d'aborder le deuxième aspect de ma réflexion, je tiens à préciser que Samuel Eto'o et moi, nous ne sommes pas du même camp politique au Cameroun. Il est un soutien attitré du régime du dictateur Paul Biya. Il s'est constamment affiché aux côtés de ce régime aux heures les plus décisives et les plus fâcheuses de l'histoire de notre pays natal. Et de ce point de vue, nous ne tomberons, lui et moi, jamais d'accord. Si les Camerounais aujourd'hui, en réalité, ne savent même plus ce que c'est qu'un président, c'est bien parce que des Camerounais, contre la volonté de l'écrasante majorité de notre peuple, se sont associés au brigandage de notre peuple, au braquage de notre peuple, à sa soumission à une dictature abjecte, néocolonialiste, mensongère, une dictature manipulatrice de l'ethnie, manipulatrice de la religion, manipulatrice de la corruption. Donc, il faut déjà que ce soit clair. La différence et le différent politique entre mon frère, le grand footballeur Samuel Eto'o et moi, sont intacts. Et comme on dit chez nous à Bassa, imbougiques. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Une fois que cette précaution est posée, parce qu'il y a des gens qui malheureusement dans nos pays, dans nos opinions africaines, ne sont pas habitués à un raisonnement nuancé, ne sont pas habitués au raisonnement fin. Il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où moi je suis de l'opposition et Samuel Eto'o est du pouvoir, est proche du pouvoir, est un partisan du pouvoir, mais je ne peux jamais trouver quelque chose de juste et de vrai dans Samuel Eto'o. Des gens qui pensent de cette façon-là ne pensent pas. Ils dépensent, ils annonnent, ils moutonnent, ils ne pensent pas. Penser, c'est savoir sur quoi on est d'accord avec les autres, sur quoi on est en désaccord avec les autres et pourquoi on est d'accord, pourquoi on est en désaccord. Donc en fait, la pensée exige toujours un effort d'argumentation, de documentation, un effort de mémoire, un effort de clarification, de responsabilité, mais aussi beaucoup de courage. Parce que quand on n'est pas d'accord, quelqu'un qui pense dit qu'il n'est pas d'accord et il dit surtout pourquoi il n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, quelqu'un qui pense dit pourquoi il est d'accord et c'est la condition pour que son accord ait une valeur dans le débat des gens civilisés. Moi, je dis qu'il y a quelque chose de plus qui me choque dans ce que j'ai vu. Les critiques qui fusent contre Samuel Eto'o à cause des débordements de langage qui ont été les siens sont d'abord souvent le fait de gens qui n'ont manifestement jamais été dans un vestiaire de football, où que ce soit sur la terre. Donc,
Moi, je ne suis pas un grand joueur de football. Hein. Mais à mon niveau, j'ai joué. Et je suis encore sociétaire. J'étais encore sociétaire il y a à peine un an et demi. Des vétérans de football, eh bien, de Normandie. C'est la période de Covid qui m'a valu une interruption provisoire de ma carrière de vétéran. J'ai toujours joué au football. Depuis, à la limite, la sortie du ventre de ma mère jusqu'à ce jour. Je voudrais vous apporter le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un footballeur professionnel, qui n'a pas fait carrière dans le football. Et je voudrais que tous mes frères et sœurs, africaines, africains, camerounaises, camerounais, françaises, français, européens, qui ont été dans les vestiaires de football, viennent ici témoigner. Je le dis et je le répète, le langage tenu par Samuel Eto'o dans le vestiaire de football des Lions Indomptables est un langage usuel dans ce milieu. Seuls ceux qui n'ont pas joué au foot n'ont jamais entendu ce langage-là. Et c'est usuel à tous les niveaux. Il y a une émission culte de Samuel Eto'o, je pense à la télévision française, où il raconte les péripéties de sa vie avec son coach, Pep Guardiola. Quand Samuel Eto'o était au FC Barcelone, il y avait un entraîneur qui s'appelait Pep Guardiola. Je crois qu'il est maintenant quelque part en Angleterre. Et qui a particulièrement froissé Samuel Eto'o à cause de ses propos de vestiaire. Et Samuel Eto'o rapporte cela, même s'il lui arrive d'oublier la frustration qu'il a ressentie quand on lui parlait mal. Lorsque c'est maintenant son tour d'avoir le pouvoir et de parler mal. Je commence d'abord par dire aux Camerounaises et aux Camerounais, dans les vestiaires sportifs, ça parle cru. Dans les vestiaires sportifs, ça parle cru. Et celui que le dit était un vétéran de football. J'ai joué depuis mon enfance à Kondi-Bassa, j'ai joué au ballon. J'ai même été président de fédération, les fédérations de quartier, là, j'en ai organisé. Mais ma génération à Bédi, sur la route de la cité des Palmiers, on a joué au ballon dans nos quartiers, sur nos terrains, matin, midi et soir. On a joué dans les fédérations. On a fait des équipes. Quand nous sommes allés à l'université, nous avons joué dans les équipes de la fac de Yaoundé. L'équipe de la faculté de lettres, j'ai joué. Nous avons perdu une finale où je loupais un pénalty célèbre qui me valut l'ostracisme de tous les gars de ma génération, prétendant que j'avais vendu le match, alors que j'ai vraiment loupé le pénalty. Donc, je vous dis ceci. Déjà, commencez à comprendre que dans les vestiaires des équipes, c'est comme ça qu'on parle. Parce que les joueurs, les sportifs en général, quand ils commencent à baisser en tonus, quand ils commencent à baisser en énergie psychique, ils ont besoin d'électrochocs pour remonter. Vous ne pouvez pas remonter le moral à un grand sportif, à quelqu'un qui a des défis à relever, en lui parlant doucement, en lui chantonnant, un peu comme sa propre femme peut-être lui parle à la maison à l'oreiller. Vous ne pouvez pas bouger un sportif avec ça. Tous les coachs les plus célèbres ont des excès. Tous les présidents de fédérations les plus célèbres ont des excès. Ces excès, ça fonctionne comment? Il s'agit de piquer l'orgueil de leurs hommes ou de leurs femmes, en tout cas membres de l'équipe. Piquer l'orgueil, ça veut dire il faut frustrer les gens d'abord. Il faut frustrer les gens et puis de l'autre côté, leur proposer un avenir radieux, extraordinaire. S'ils réussissent à mériter de l'admiration pour avoir dépassé leur frustration. Donc le mécanisme de la motivation sportive est malheureusement un mécanisme un peu sadique. Il est même un peu masochiste. C'est un mécanisme sadomasochiste. On fait souffrir pour faire jouir. Allez regarder l'histoire des grands coachs, des grands présidents de fédérations partout dans le monde. Allez regarder les anecdotes de vestiaire. Ce que vous avez entendu Samuel Eto'o dire n'est rien. N'est-ce pas? Voilà, peut-être que c'est un de mes camarades c'est un de mes camarades. Yves Roland, tu n'étais pas de cette fac-là. Tu n'étais pas avec nous à Yaoundé. Ce sont mes camarades de lettres, la fac de lettres. J'étais gardien de but cette année-là. Et je tirais bien les pénaltys. Pendant le match, je suis sorti des buts parce qu'on avait obtenu un pénalty. Je suis allé tirer dans les buts adverses. Je ne sais pas comment j'ai fait. De mon pied gauche, j'ai planté le pénalty dans l'axe. Le gardien a attrapé. Il a aussitôt dégagé et nous avons encaissé le but que j'ai raté.
Depuis lors, les gars disent que j'ai vendu le match. Alors que moi-même, je ne sais même pas comment j'ai fait pour louper ce pénalty. Voilà comment j'ai quitté le poste de gardien de but, anecdote, pour devenir avant-centre. Parce que je me suis juré de ne plus jamais encaisser de but. Comme je l'ai encaissé ce jour-là, de finale à l'université de Yaoundé, pour avoir raté le pénalty. J'ai dit que je deviens avant-centre. C'est moi qui vais planter les buts au gardien. Et toute ma carrière jusqu'à ce jour, je suis neuf vétérans dans mes petites équipes seniors, etc. 9 pour marquer les buts au gardien. Parce que c'est mieux. Quand un attaquant rate un but, c'est moins grave. Quand un gardien encaisse, c'est très grave. Le poste de gardien est le plus ingrat qu'il y ait au football. Bon. Alors, je reviens à l'anecdote. Je voudrais d'abord commencer par dire aux uns aux autres, s'il vous plaît, imprégnez-vous de l'ambiance des équipes sportives, imprégnez-vous de l'ambiance de la vie sportive et vous verrez que, bon, le propos de Samuel Eto'o n'est pas un propos de quelqu'un qui a développé une psychologie d'une grande finesse. Samuel Eto'o, ce n'est pas la grande rhétorique, ce n'est pas la grande stylistique. Il ne faut pas non plus lui demander d'avoir des qualités qu'il n'a pas acquises. C'est un grand sportif. Et par là, il a une compréhension intuitive du fonctionnement des joueurs. Il a une compréhension par l'expérience. Et il sait comment on lui a parlé quand lui-même sombrait dans les vestiaires. Ça, c'est le premier point. J'invite donc déjà les uns et les autres à ne pas tomber, parce que Samuel Eto'o est un partisan du pouvoir, ne pas tomber dans le piège de vouloir le défoncer pour ça. Parce que vous n'aurez jamais un coach qui est calme tout le temps. Si vous avez un coach qui est calme tout le temps, son équipe va dormir. Si vous avez un président de fédération qui est constamment dans la finesse, la flatterie, la compréhension, la compassion, son équipe va dormir. Les équipes sportives marchent à l'énergie, à l'électrochoc, à une certaine dose de sadomasochisme. Voilà d'abord le premier argument que je verse au débat. Et puis il y a une deuxième remarque. J'ai vu certains commentaires sur cette affaire qui m'ont laissé penser qu'en fait les Camerounais ne sont plus habitués à avoir des présidents en chair et en os. Mieux, celui qui doit et qui prétend être président de facto du Cameroun depuis 2018, mieux, depuis 1982, Paul Biya, il est remplacé désormais par une formule magique que les Camerounais connaissent, qu'ils entendent dans la CRTV et qu'ils lisent dans les communiqués, les arrêtés, les décrets. La formule qui dirige le Cameroun aujourd'hui s'appelle « Sur hautes instructions du chef de l'État ». Bon, M. Biya a physiquement disparu de l'exercice quotidien du pouvoir. Les Camerounais sont entrés dans un cycle de vie où ils sont habitués à être dirigés par une phrase et puis une image. C'est ce qu'on a appelé la photocratie. Maintenant, on doit ajouter que les Camerounais sont dirigés par la logocratie. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui remplace le président, il y a une photo qui remplace le président, et ça suffit. Tout se passe comme si les Camerounais ont pris la perverse habitude d'aimer ça. Voyons le côté positif de l'absence de M. Biya, qui usurpe la présidence de la République du Cameroun depuis 1982. Quel est le côté positif de son absence physique? Il n'est pas présent dans le Cameroun, comme on a vu Samuel Eto'o présent dans les vestiaires. Alors, quel est le côté positif de tout cela? C'est que chacun peut interpréter comme il veut l'absence du président autoproclamé. Puisqu'il n'est pas là, chacun peut interpréter son non-être là en fonction de ses intérêts. L'absence de M. Biya, concrètement, quand les Camerounais meurent du Covid, quand les Camerounais meurent à Ezeka, dans des accidents dus à sa négligence managériale, l'absence de M. Biya quand les Camerounais sont massacrés dans le nord-ouest, sud-ouest, des familles entières, des bébés de 18 mois, l'absence de M. Biya auprès des familles, des femmes massacrées dans le nord du Cameroun, à Mora, avec leurs bébés dans le dos, son absence physique réelle est devenue un avantage pour beaucoup de Camerounaises et de Camerounais. Cette absence peut être interprétée chacun à son niveau. Chacun imagine son président et imagine des ordres qu'il aurait reçus de lui. Et ainsi, en fait, ça fait que M. Biya est un fantôme démultiplié par autant de fantasmes et d'imagination que de Camerounais. S'il y a 30 millions de personnes qui vivent au Cameroun, chacune a son image de Paul Biya. Chacune peut interpréter à sa façon l'absence de Paul Biya. Chacune peut combler à sa façon l'absence réelle de Paul Biya par un portrait imaginaire.
Et c'est tout cela qui se rassemble dans la formule magique sur hautes instructions du chef de l'État. La photocratie et la logocratie. Pouvoir d'une photo, car il y a des Camerounais qui, tous les matins, s'inclinent devant cette photo. J'ai même vu un supermarché inauguré dans ma ville natale de Douala, dans ma région natale de Douala, un supermarché inauguré par une photo du président. On a dit que le supermarché était inauguré sous le haut parrainage du chef de l'État, en sa présence effective. Et à l'endroit même où il y avait la grande affiche du supermarché, il y avait la grande photo du président, devant laquelle tout le monde passait, s'inclinait comme les chrétiens s'inclinent devant la Vierge Marie, ou à l'entrée de Ngorli-Touba. Oui, dans mon pays natal, on a vu ça. Moi, je pensais que ce genre d'histoire, on ne les trouverait que dans la science-fiction, la littérature fiction, dans des nouvelles comme Le portrait du fou de Nicolas Gogol, dans les nouvelles de Pétersbourg. Il y a une nouvelle intitulée Le portrait du fou. L'idée d'un portrait, une photo, qui vit dans une maison et qui à un moment donné se met à vivre, à persécuter son propriétaire. Un portrait qui avait été réalisé par un peintre, plutôt un portrait réalisé par un peintre, et qui à un moment donné a un comportement bizarre. Le propriétaire, à un moment donné, est pourchassé par le personnage qui est dans le portrait, qui sort de l'image, qui sort de la photo et se met à le traquer. C'est le thème d'une nouvelle de Nicolas Gogol. Je pensais que ça resterait là, quand, au seuil de ma 50e année, j'ai découvert que dans mon pays natal, les gens croyaient que la photo donne des ordres, que la photo marche, que la photo sourit. Oui, il y a des gens qui pensent que la photo sourit. Et il y a des gens qui interprètent en fonction de l'angle à partir duquel ils regardent la photo, ce que la photo pense. Et c'est tout cela qui se donne dans la formule sur hautes instructions du chef de l'État. Le disparu, paradoxalement, ainsi s'est démultiplié et il a le don d'ubiquité. Il est présent partout, parce que chaque Camerounais l'invente à sa façon. Il y a des gens pour lesquels M. Biya est un homme grand de taille, encore avec les cheveux noirs, de jolies boucles chevelues, une moustache, un teint clair, sans tache, plus jeune que moi. Il y a des gens pour lesquels non. M. Biya est un vieillard. Il y a même des gens pour qui c'est un homme sans visage. Il y a des gens pour qui non. Bon, c'est un homme qui se trouve peut-être maintenant au-dessus de 120 ans. Un ancêtre. Il y a autant de Camerounais que de Paul Biya. La conséquence en est que quand, quel que soit le domaine, il y a quelqu'un qui exerce réellement la fonction de président, et malgré ses défauts ou ses excès, Samuel Eto'o exerce réellement sa fonction de président de l'Africa Foot. Mais les Camerounais sont choqués. Les Camerounais sont choqués, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués au président réel, au ministre réel. Ils ne sont pas habitués à des responsables réels, des gens qui prennent des initiatives. Non. Sur haute instruction du chef de l'État, le Premier ministre qui est supposé être chef du gouvernement, pour dire quelque chose, c'est toujours sur hautes instructions du chef de l'État. Lui, il n'a jamais d'instruction. Il n'a jamais d'initiative. Le moindre ministre, le moindre ministron, commence toujours par sur haute instruction du chef de l'État. J'ai même vu un ministre à la télé qui se préparait à sourire et qui a dit que sur haute instruction du chef de l'État, il va sourire. Que sur haute instruction du chef de l'État, il sera de bonne humeur aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens calquent même leurs mimes. Ils calquent leurs humeurs sur la formule magique. Les hautes instructions. D'où je tire que ce qui scandalise davantage les Camerounais dans la vidéo de Samuel Eto'o que je commente, ce n'est pas tant les excès de Samuel Eto'o ou ses imprudences ou, pour ainsi dire, ses dérives verbales envers les joueurs, qui sont quand même des adultes qu'il faut respecter, c'est le fait que c'est un président, il est vraiment président. Et ça énerve beaucoup les Camerounais. Il veut nous montrer quoi? Qu'est-ce que celui-là veut nous montrer? Aka, nous on est habitués ici. Dis donc, le type-là veut nous montrer quoi? On est habitué ici, il vient tôt au travail comme ça. Au Cameroun, les chefs de service, les directeurs, les ministres qui viennent tôt au travail dérangent. Notre peuple a perdu l'habitude de la performance.
l'habitude de la compétence, l'habitude de la rigueur, l'habitude de l'exemplarité. Un président qui questionne, un président qui vérifie, un président qui évalue, un président qui sanctionne. Aïe, aïe, aïe. Il est mauvais, dis donc. Le type, c'est mauvais. Nous, on était ici avant. Le ministre, même s'il vient lundi, c'est beaucoup. Il arrive vers 18 h, il vérifie le parapheur, il signe, il s'en va. On travaillait tranquillement ici, dis donc. Ça, c'est quel ministre qui arrive au travail à 7h30? Oui, au Cameroun, si vous voulez vous faire détester par vos propres collaborateurs, si vous êtes ministre, secrétaire d'État, faites votre travail. On va dire que vous dérangez. Et donc, je commence à entendre les Camerounais, alors que Eto'o est de la majorité au pouvoir. Dis non, Eto'o dérange. Aka, il dérange. Dis donc, on pensait que c'était seulement pour être élu qu'il venait tôt. Ou parce qu'il venait d'être élu. Mais il continue, dis donc. Il vérifie le travail des gens, il est tout, il est coach, il est ceci, il est cela. Est-ce que les Camerounais n'aimeraient pas que M. Biya s'implique à tous les niveaux, puisqu'il prétend être le président de facto du Cameroun? Quand le Covid tuait les Camerounais, quand le palu tue les Camerounais, quand les accidents de route tuent les Camerounais, quand les catastrophes ferroviaires tuent les Camerounais, quand l'armée sauvageonne, massacre au Nozo, est-ce que les Camerounais n'aimeraient pas que celui qui prétend être leur président, alors même qu'ils ne l'ont pas élu, s'amène et montre qu'il souffre avec eux? Oui, les Camerounais, en réalité, à la base, on s'attendrait à ce qu'ils aiment ça, mais tout se passe comme si ils sont tellement habitués à ce que celui qui prétend être président ne préside pas, que quand il y a un président qui préside, ouais, dis donc, le type s'il commence à déranger. Il est aussi venu à ton bureau, il dit quoi non? Nous, on était habitués ici à l'Africa Food, dis donc. On ne peut même plus faire les business tranquillement. Eto'o est partout, il vérifie, vérifie, vérifie. L'argent ne sort pas sans que lui, il ait vérifié. Au moins, on se débrouillait ici. Voilà ce que j'entends. Et qui m'alerte par rapport à l'état de mon pays natal. À savoir que dans mon pays natal, on n'aime pas les présidents vivants. On aime les présidents fantomaux, comme Biya. Et ça me permet de comprendre pourquoi les Camerounais maltraitent le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Pourquoi ils le maltraitent? Parce qu'il est un président réel, c'est un président vivant. Les Camerounais ont perdu l'habitude d'avoir des présidents réels et vivants. Des gens qui, quand le quartier a une inondation, viennent marcher nu-pieds dans l'eau inondée. Des gens qui se déplacent pour aller vers le peuple. Des gens qui vont au marché voir l'état des marchandises. Des gens qui vont à l'hôpital voir l'état. Des gens qui vont en prison rendre visite. Les Camerounais n'aiment plus ça. Comme tu veux nous montrer quoi, non? Il veut être partout. Des présidents qui écrivent des livres et vont les dédicacer au peuple camerounais. Non, 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 non. Je viens de comprendre pourquoi le président Kamto, qui a dédié cette période de sa vie ici au changement au Cameroun, paradoxalement, bon, les Camerounais le traitent comme ils traitent Eto'o, parce qu'il est un président réel. Les Camerounais sont devenus fanatiques des présidents irréels, des présidents imaginaires. Oui, ouais, on aime beaucoup. Non, lui ne dérange pas. Le ministre là est trop bon. C'est comme ça qu'on parle chez nous. Hein. Le ministre là est trop bon. Il vient 2 fois comme ça au bureau. Il vous dépose seulement l'argent. Il signe tout ce que vous voulez. Et puis vous restez faire le business tranquillement. Ça, c'est un bon ministre. Mais c'est quelle affaire de ministre qui surveille tout? Dis donc, est-ce que même le président Paul Biya surveille? Le président Paul Biya, qui est normalement le plus puissant des Camerounais, ne nous surveille pas. C'est Eto'o qui veut montrer quoi? J'avais prévenu Samuel Eto'o, qui n'est pas mon ami du tout, et qui n'est pas du même bord politique que moi. Moi, je suis de la résistance camerounaise. Je lui avais dit, il faut faire très attention. Les gens avec lesquels tu as décidé de marcher depuis très longtemps ne supportent pas ceux qui font sérieusement les choses. Dans le régime RDPC, qu'on appelle encore le régime sardinard, le pacte fondamental, c'est la médiocrité. Quand tu adhères à ce régime, tu acceptes d'être médiocre. Il ne faut même pas que tu aies de temps en temps des sursauts d'orgueil. Il ne faut même pas que de temps en temps tu te souviennes que
tu as été un grand footballeur professionnel et que les choses marchaient d'une certaine façon, tu vas les énerver. Déjà, le peuple camerounais, dominé, écrasé par ce régime criminel, tu ne t'es jamais mis de son côté. Te voilà maintenant à l'intérieur du régime. Tu es supposé être membre de la majorité présidentielle. Mais tu veux apporter une certaine rigueur dans la gestion du football. Tu as vu? On termine non, ça, mais. Tu as vu? Tu commences à voir comment les gens là sont. Quand on vous a dit, mettons-nous du côté des opprimés de notre pays, mettons-nous du côté des pauvres, des damnés de la terre de notre pays et changeons notre pays, vous dites non. Voilà comment j'entends, et je conclus là-dessus, une phrase de Samuel Eto'o dans le vestiaire. Je suis prêt à mourir pour cette équipe. Samuel Eto'o. Mais si vraiment tu es prêt, mon frère, à mourir pour les Lions indomptables, c'est une équipe de 22 joueurs. Mais il faut être prêt à mourir pour tout le Cameroun. Il y a 30 millions de Camerounais et il y a plus de Camerounais qui souffrent que les Lions. Les Lions indomptables font partie des rares Camerounais qui ont au moins une raison sociale et des entrées d'argent sérieuses. La plupart d'entre eux sont des footballeurs professionnels. Ce ne sont pas des miséreux là. Bon, tu veux mourir pour des gens qui ne sont pas miséreux? Et les plus gros miséreux, soit pratiquement de 30 millions de notre peuple, tu les as abandonnés. On tue au Nozo, tu ne dis rien. On tue dans le Nord, tu ne dis rien. On tue George Floyd, tu sors, tu dis. Yannick Noah sort, il dit. Vous devenez tous champions de la compassion. Quand des crimes crapuleux sont commis loin de nos frontières, chez nous, vous vous taisez. Samuel, te voilà qui dit déjà que tu es prêt à mourir pour le groupe de 22 là, alors que le pays tout entier n'a pas une seule star de ton niveau qui de temps en temps pousse une gueulante, non pas pour soutenir l'opposition, mais pour soutenir le peuple. À quoi sert-il de mourir pour 22 Gugus qui eux-mêmes ne font pas preuve d'une très grande conscience de leur rôle de vedette et de star dans la transformation sociétale du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas plus important de te connecter aux grandes causes du pays? Non pas pour devenir opposant, puisque c'est difficile. Vous avez pris l'habitude d'être dans la sardine. On ne vous demande pas de devenir opposant. C'est trop compliqué pour vous, mais soyez au moins proposant. Soyez au moins proposant. Ça ne sert à rien qu'un grand joueur de football, une carrière aussi prestigieuse que celle de Samuel Eto'o, vienne se sacrifier pour un groupusculon de 22 individus. Il faut que ce sacrifice soit connecté effectivement à la cause du peuple camerounais. Chaque fois que j'ai dit cela, les partisans de mon frère Samuel Eto'o, certains de ses clubs de soutien se sont activés pour m'insulter. Je m'en fous. Moi, je suis un cuirassé de la résistance. Mais je voulais simplement dire que, mais on en veut maintenant à Samuel Eto'o parce qu'il essaie de présider l'Africafoot. Il essaie de présider là. Samuel est un président réel. Moi, je vous ai toujours dit que je ne voyais, dans la situation présente au Cameroun, pas de meilleur candidat à la présidence de l'Africafoot que lui. Je ne voyais pas non plus en Côte d'Ivoire récemment de meilleur candidat que Drogba Didier. Même si je ne suis pas électeur, même que l'élection ne m'intéressait pas, il est à sa place, Samuel. Et il a le temps de s'améliorer. Il a le temps de polir son langage, de tenir compte aussi du fait que quand les caméras sont là, on ne parle pas à son équipe comme lorsque les caméras ne sont pas là. Il ne faut pas que tout ce qu'il dit à son équipe, tout le monde l'entende. Nous sommes les gens des vestiaires. Nous avons été dans les vestiaires. Qui plus est pour nous qui avons grandi au Pays Bassa, ce que Samuel Eto'o a dit là, c'est très poli. En Pays Bassa, cachez-vous dans les vestiaires en Commando, cachez-vous dans les vestiaires à Ndokoti, à Masumbu pour entendre ce que les gens se disent. Je finis par cette anecdote-là. Un jour, il y avait toujours au lycée actuel de la Cité des Palmiers, il y avait un terrain de foot à l'intérieur du lycée de la Cité des Palmiers qui a été pratiqué pendant très longtemps. Aux premières années de la construction de la cité SIC, de la Cité des Palmiers. La cité immobilière de la Cité des Palmiers, j'ai oublié comment ça s'appelait. Cité des Palmiers, elle s'appelle même la Cité des Palmiers. Il y avait un stade là. Je pense que le lycée de la Cité des Palmiers a complètement avalé le stade. Et chaque grande vacance se déroulait là, la plus importante fédération de la zone de Douala Bassa. C'était la plus importante fédération qui se jouait là.
Il y avait même des joueurs de première, deuxième division qui venaient jouer. Je vais vous raconter, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le vestiaire. J'avais réussi à me glisser, j'étais plus jeune, je ne jouais pas. On est dans les années 90. J'ai 16 ans. Bon, je n'étais pas dans les équipes de cette fédération-là, cette année-là. Mais je me suis glissé dans le vestiaire parce qu'il y avait des gars de mon quartier qui étaient dans l'équipe. Et il y a un gars qui venait de louper 5 occasions de but. Un avant-centre qui avait loupé 5 occasions de but, dont 2, sans qu'il y ait de gardien dans les buts, ni de défenseur qui le barre. Le gars a tapé les poteaux, il a tapé la barre. Non, le gars, non, ça, là c'était grave. Donc le voici qui dit en bas ça que, mais barre mes sombol, quelqu'un lui a mis la main sur la bouche, il dit, Wahbe bol mahongol, laisse-nous le ballon penser. Le gars dit, je voulais, on dit, non, il n'y a pas je voulais ici. Tu es un avorton. Ta mère n'aurait pas dû t'accoucher. Tu ne peux pas être nul comme ça au football. Tu es un avorton. Ta mère ne devait pas t'accoucher. Le gars attrape sa tête comme ça. Il dit, ouais, et deuxième mi-temps. Laissez-moi donc jouer ne serait-ce que 10 minutes en deuxième mi-temps. Si je ne vous ai pas montré que c'est ma mère qui m'a mis au monde, vous me chassez de l'équipe. Les gars l'ont insulté. Tu es un vaurien. Tu ne vaux rien. Alors qu'est-ce que tu fais sur la terre? Le gars dit, donnez-moi 10 minutes. On dit, on va te donner les 10 minutes là. Mais si tu ne montres pas que tu as été un grand attaquant à un moment donné de ta vie, moi je ne te salue plus dans ce quartier. C'est pas possible. Moi j'étais choqué. On est en 88 comme ça. 88, je suis né en 72, ça fait 8 ans. J'ai 16 ans quoi. Et je dis que moi je ne vais jamais jouer dans cette équipe. Les gars, s'ils sont des tueurs. Est-ce que psychologiquement tu peux retourner au terrain en deuxième mi-temps alors que tous tes coéquipiers, ton gardien, même ton coach dit que tu es un avorton. Tu es un avorton. Tu n'aurais pas dû naître. Que vraiment on va voir ta main pour dire que c'est une erreur que tu as faite. 5 buts, dont 2 devant les buts ouverts. Le gars là est rentré. En 10 minutes, il a planqué 3 buts. Il est rentré dans le match là. En 10 minutes, il a planqué 3 buts dans des positions plus difficiles. C'est là que j'ai gardé en esprit quelque chose de la psychologie des joueurs camerounais en général et du joueur Bassa en particulier. Parce que Eto'o là, c'est un Bassa. C'est comme ça qu'ils sont. C'est difficile de se départir des matrices culturelles dans lesquelles on a évolué. C'est comme ça que ça parle dans nos vestiaires à Bassa. Comme vous avez vu là. Comme vous avez vu, Samuel Eto'o est fatigué. Mais c'est pas possible. Si ça continue comme ça, je vous chasse tous. Oui, c'est comme ça que ça parle dans le vestiaire. Et il y a une tradition dans les lions. Dans les périodes de crise, c'est comme ça qu'ils se parlent. Enfin, dernière anecdote. J'ai souvent discuté avec quelques-uns des lions indoptables. Je voudrais saluer mon aîné, bien-aimé, Eyobo Alain, dit Gachi. J'ai perdu ses traces. Je le retrouvais de temps en temps en France là. Gachi, si tu es vivant, fais-moi signe. Eyobo Alain dit Gachi. L'un des meilleurs avant-centres milieu de terrain que le Cameroun ait jamais eu. Mais qui malheureusement a eu sa carrière dans la période des très grands. Les Roger Mila étaient là, les Yebga Maya étaient encore là, les Tokoto Jean-Pierre étaient là. C'était très difficile pour Eyobo, dont la carrière était au summum au début des années 80, d'avoir sa place avec autant de concurrence. Mais il était bon. Eyobo Gachi. Chaque fois qu'il m'a parlé du vestiaire des Lions, il m'a dit c'est un chaudron. Le vestiaire des Lions, c'est un chaudron. Si tu n'es pas un blindé mental, tu n'entres pas dans ce vestiaire. Quand la crise éclate et que les gars doivent se dire les vérités, si tu écoutes ce qu'ils se disent, tu vas te dire qu'ils vont s'entretuer. Mais c'est dans ce chaudron-là, de la critique sévère, qu'ils forgent le moral, le mental extraordinaire qu'on leur a vu monter souvent sur les terrains. Voilà. Je voulais apporter ce témoignage pour amener les uns et les autres à nuancer tout cela et à constater que globalement, nous avons un problème au Cameroun. Comme le président de facto
l'usurpateur du palais présidentiel, est un fantôme, nous avons pris l'habitude dans ce pays à ne pas avoir des présidents qui président. Samuel Eto'o est une espèce d'ovni. Il est troublant pour beaucoup de Camerounais parce qu'il préside. Et au Cameroun, on a perdu l'habitude des présidents qui président. Cela n'enlève rien à la légitimité de la critique de ceux de nos compatriotes, des observateurs internationaux qui disent que Samuel Eto'o devrait quand même châtier un peu plus son langage. Moi je dis qu'il devrait surtout éviter que ce type de vidéo, que ce type de conversation avec les joueurs aille sur les réseaux sociaux, aille dans la presse, etc. Il faut une politique de communication beaucoup plus sérieuse. Et là, c'est sa responsabilité qui est engagée. Il peut leur parler, il peut exprimer ses émotions avec ses joueurs, mais il ne faut pas que ça tourne à une humiliation collective, une humiliation de type national. Parce que le gros des conversations qui sont déroulées dans le vestiaire de cette équipe, les Camerounais ne les connaissent pas. Si un joueur ne vous a pas rapporté, vous ne savez pas ce que les joueurs des Lions se sont dit pendant les 30 dernières années. Voilà la réflexion que je voulais partager avec vous. Je voulais en profiter pour appeler une fois de plus le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, à ne pas prendre le risque de mourir seulement pour les Lions. S'il est vraiment déterminé à se sacrifier, bon, pour une fois qu'il se retourne vers notre peuple, je ne souhaite pas qu'il se sacrifie. Je souhaite que le cœur de tous les Camerounais, de toutes les Camerounaises, de tous ceux qui peuvent peser sur l'opinion camerounaise s'ouvre enfin à la souffrance de notre peuple. Je souhaite qu'on trouve un minimum commun, l'intérêt général de notre pays natal, et que pour cela, nous dépassions les barrières partisanes et que nous servions ce qui nous permettra de transmettre aux générations suivantes de Camerounaises et de Camerounais un pays viable pour tous. Un pays qui n'est confisqué par personne et surtout pas un pays dirigé par des fantômes. Parce que mon pays natal est dirigé par un fantôme. Ce fantôme s'est multiplié en fantôme. Chaque Camerounais a sa version de Paul Biya. Parce que le vrai Paul Biya a disparu. À force de le chercher, les gens ont fini par l'inventer. Et du coup, il est plusieurs. Il n'est pas un, il est légion. Dès lors qu'il y a un Camerounais qui exerce, quel que soit le niveau, dans une entreprise, dans une équipe, sérieusement la fonction de président, il trouble les habitudes. Les habitudes maladives que notre peuple a prises et dont il doit guérir. Il faut des présidents qui président. Le leader de la résistance camerounaise, le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, est un président qui préside. C'est un président qui peut présider. Et c'est paradoxalement pour cela que les Camerounais ont du mal à écouter les mots d'ordre qu'il leur lance. Parce qu'ils ont pris l'habitude de faire tout et n'importe quoi sous couvert et des hautes instructions du chef de l'État. La position du coach Rigobert Song n'est pas en jeu. Les présidents de fédération participent à la motivation psychologique des joueurs. Noël Le Graët ici en France, partout les présidents de fédération jouent également ce rôle. Et j'espère qu'entre Rigobert Song et Samuel Eto'o, il y aura toujours une symbiose, une entente telle que les mots de l'un puissent être ceux de l'autre. Je vous rappelle que Rigobert Song est l'un des individus les plus crus du football camerounais. J'ai entendu des attaquants adverses rapporter ce qu'il était capable de dire dans les matchs pour intimider les gars avec lesquels il joue. Mais vous pensez que dans le vestiaire, il les caresse? Rigobert Song, c'est un caractère ferme. C'est un caractère très ferme, Rigobert Song. Il peut avoir des côtés comme ça que certains trouvent sympathiques, mais il ne faut pas le voir quand il est en colère. Moi, j'ai quelques joueurs qui ont eu à témoigner, et même des joueurs étrangers, des joueurs d'autres équipes, qui ont joué contre lui ou qui ont joué avec lui, qui vous disent c'est un homme de poigne, attention. Retrouvez toujours la petite vidéo entre lui et Oliver Kahn. Rigobert Song contre le géant allemand Oliver Kahn, qui lui donne un coup de pectoral et lui dit « fuck you ». Oui, c'est comme ça à Bassa là-bas. Dans les vestiaires. Et c'est comme ça, heureusement j'ai quand même fait les vestiaires de foot dans plusieurs pays. L'ambiance des vestiaires, c'est celle-là. Par contre, il ne faut pas filmer, il ne faut pas tout filmer, il ne faut pas tout laisser diffuser. Il faut une politique de communication qui protège la dignité des personnes. Je suis d'accord. Je suis donc en partie d'accord avec la critique, mais j'avertis les Camerounais. On a un chef de la résistance. Il est un président réel. Camerounaises, Camerounais, habituons-nous au président réel qui préside réellement. Ne perdons pas complètement le sens de la nécessité de gens qui prennent leurs responsabilités et qui prennent des risques.
pour changer les choses. Parce que malheureusement, nous sommes en train de prendre un très mauvais penchant. Vivre sur hautes instructions du chef de l'État. Est-ce que hautes instructions, c'est quelqu'un? C'est un algorithme. L'expression sur hautes instructions, c'est un algorithme. C'est un fourre-tout. C'est un foutou. C'est un foufou pilé. C'est un pilé. Et il y a tout dedans. Il y a du Ngongo dedans, il y a du Franck Biya dedans, il y a du Chantal Biya dedans, il y a du comment il s'appelle? Le Premier ministre même dont le nom me sort de la tête, tellement il ne sert à rien. Il est aussi dedans, de temps en temps, il y a du chef d'état-major de l'armée dedans, il y a de l'ambassadeur de France au Cameroun dedans. C'est ça, sur hautes instructions, un algorithme pour la néocolonie essoufflée de Yaoundé. Non, 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 non. Sortons de la politique fiction. Ne nous laissons plus guider par des fantômes. Entrons dans la politique réelle et respectons ceux qui, dans la vie quotidienne, prennent des responsabilités. Même quand ils sont maladroits, ils sont préférables aux fantômes. Ils sont préférables aux fantômes. Et je réitère mon message à mon frère Samuel Eto'o, la grande star de football du Cameroun. Et il ne faut pas mourir pour ces 22 gugus. Pardon. Rassemblons nos idées, rassemblons nos énergies et consacrons-les à tout notre peuple souffrant, à tous les abandonnés du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, à tous ceux qui souffrent du fait que notre pays natal n'est même pas un état de droit. C'est pour eux que nous pouvons risquer nos vies, pas pour une affaire de trophée, dans un pays qui est la base arrière d'Al-Qaïda. To, Gang, Babou. On ne meurt pas pour ça. On peut mourir accidentellement, comme notre frère Marc-Vivien Foé. Mais il ne voulait pas mourir. Ce jour de 2003, il livrait un match. La mort l'a surpris. Il ne jouait pas pour mourir. Il jouait pour essayer de gagner. Il jouait pour faire plaisir au public, au peuple camerounais. Il ne jouait pas pour mourir. Ce n'est pas là qu'il faut mourir. Ce n'est pas là. Et attention de toujours mettre sa vie comme ça. Je suis prêt à mourir pour cette équipe. Non, non, non. On ne meurt pas pour une équipe. On meurt pour un idéal. On meurt pour une valeur. On meurt pour une norme qui appartient au monde de l'esprit. Monde originaire de la vie. Parce qu'il y a des gens autour de toi, là, Samuel, qui sont vraiment prêts à te tuer pour l'équipe. Il ne faut pas leur donner raison en leur disant que tu es prêt à donner ta vie pour ça. Non. On ne donne pas sa vie pour une équipe. On donne sa vie pour des valeurs, des normes, qui, quant à elles, sont immortelles, voire éternelles. Oui. Et au Cameroun, et partout en Afrique, c'est la justice, la vérité et la solidarité pour tous. Voilà pourquoi nous devons vivre. Voilà pourquoi nous pouvons, si c'est nécessaire, mourir. Mes chers amis, voilà donc l'inspiration que cette vidéo m'a apportée et je voulais la partager avec vous. Camerounaises, Camerounais, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains, vous le savez, vous porte dans la chair de sa chair. Et même ces silences sont un message. Que Dieu bénisse le peuple camerounais, que Dieu bénisse toutes les Africaines, tous les Africains, éveillés de ce temps. Continuons à produire les idées pour notre continent, à éclairer notre continent. Merci.